bien heureux de commencer avec vous ce soir, j'allais dire, un début de cours de philosophie politique. C'est peut-être mal dire que de parler de philosophie politique. Et puis chaque fois qu'il s'agit de parler de politique, on est très vite embarrassé, d'autant plus que la situation de la société actuelle montre bien qu'il y a un véritable malaise politique. Alors qu'est-ce qu'on entend par politique? Qu'est-ce qu'on entend par société? Tout cela, ce sont aujourd'hui des notions qui ne vont plus, qui n'ont plus de sens. Alors il faut tout recommencer à zéro presque. Mais avant de repartir au tout début d'un cours de philosophie politique, j'aimerais me servir de cette heure aujourd'hui pour faire simplement une introduction à cette philosophie politique, et une introduction qui ne voudra pas être trop philosophique, mais plutôt historique. Le constat que l'on fait tous aujourd'hui, c'est que tout va mal, ou rien ne va plus. C'est bien vrai, les problèmes de la société sont grandissants, le taux de chômage augmente, problèmes d'ordre économique, problèmes d'énergie, les partis qui se mangent entre eux, et puis les chefs de parti qui sont accusés d'injustice. Pour faire de la politique dans ces conditions-là, ça paraît vraiment difficile. Donc effectivement, tout va mal. On pourrait simplement, voyez, et ce serait peut-être la meilleure chose à faire, on pourrait prendre le problème tel qu'on le rencontre aujourd'hui. Des lois iniques, un chômage qui grandit, une économie qui n'avance pas, des personnes qui vivent de moins en moins à l'aise. Et la question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Et avec cette question, peut-être faut-il remonter à une loi antécédente, à une façon de gouverner. Et de là, on va se poser à nouveau la même question. Mais pourquoi ces gens gouvernent? Quel est le principe? Quelle est la philosophie? Quelle est l'idée qui dirige? Et on va reposer une nouvelle question. Et cette idée, d'où vient-elle? Et pourquoi est-elle énoncée? Et ainsi, on devrait remonter, voyez, dans l'histoire, petit à petit, aux causes de la crise actuelle dans laquelle nous vivons. Et c'est vraiment le travail qui serait le plus intéressant pour commencer à faire de la philosophie politique. Parce que, voyez-vous, la politique, c'est quelque chose de concret. C'est une action. Faire de la politique, on le dit bien, faire de la politique, ou être un homme politique, c'est être un homme d'action. C'est être un homme, par exemple, qui pose des lois. C'est un homme qui va, aujourd'hui on dirait, qui va manifester pour dire son bon droit. C'est un homme qui va demander la justice. Et à chaque fois, ce sont des actions qui sont posées. Donc faire de la politique, c'est poser une action. Alors, vous voyez que la politique, c'est pas une idée qui tombe comme ça du ciel, c'est quelque chose qui se fait. Et comme toute action, cela demande de l'expérience. Une véritable action, on pourrait dire celui qui a véritablement le sens de la politique, c'est celui qui a de l'expérience. Autrement dit, voyez, il ne suffit pas de connaître la philosophie politique pour faire de la politique. Celui qui connaît peut-être tous les principes de la politique n'est pas encore un homme politique. Il ne suffit pas de connaître les principes de la vie politique, il faut encore les faire passer dans la vie. Par exemple, l'étudiant, dans un domaine bien particulier, bien concret, on pourrait dire en ébénisterie, connaît peut-être le fonctionnement des machines, connaît les règles de mathématiques qui régissent je ne sais pas moi, tout ce qu'il faut pour couper le bois, pour reprendre les bonnes dimensions, avoir un meuble qui soit proportionné, harmonieux. Il connaît les règles. Est-ce que la connaissance des règles fait de cet homme un bon ébéniste? C'est évident que non. Le bon ébéniste, c'est l'artisan qui a l'expérience. C'est-à-dire qui, en plus de connaître les règles, les a fait passer concrètement dans sa vie. Vous voyez? Cela, c'est un bon artisan. Ça, c'est un bon ébéniste. C'est celui qui vit très concrètement des règles qu'il a apprises. Donc, il ne lui suffit pas d'être un bon étudiant, il ne lui suffit pas d'être un intellectuel, c'est un homme pratique. C'est un homme d'expérience. Aussi, faire de la philosophie politique à proprement parler, pour avoir des principes, c'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas encore pour être un homme politique. Il faut l'expérience, et l'expérience en matière politique, c'est en grande partie dans l'histoire que nous pouvons la puiser. Connaître l'histoire, connaître son histoire,
connaître l'histoire de son pays, de sa patrie, l'histoire de la France, voir ce que les hommes politiques ont fait, connaître leurs actions, connaître les conséquences de leurs actions. Voilà qui est intéressant pour commencer à faire de la philosophie politique. Et alors c'est un peu dans cette perspective que je voulais commencer ce cours de philosophie, pour bien montrer par là que le but, ça n'est pas d'apporter des idées toutes faites, de vous les donner, mais le but, c'est de voir ce qui s'est fait dans l'histoire, ce qu'a produit l'expérience, et puis comment, d'une bonne expérience, on est tombé dans la société actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui en politique? Parce que c'est cela la question. Si l'on veut faire quelque chose aujourd'hui, il faut voir où est le problème, comme le médecin voit où est la maladie, et ensuite, eh bien, guérir le problème, c'est-à-dire savoir ce qu'il va falloir faire en politique. Il nous faudra du temps pour répondre à cette question, mais aujourd'hui, vous voyez, j'aimerais vous montrer un peu ce qui est la cause, de façon historique, ce qui est la cause de la décadence dans laquelle nous vivons. L'idéal, comme je vous le disais au début, ce serait de remonter dans le temps et dans l'histoire. Ce serait compliqué, ce serait difficile, et ça le serait particulièrement pour moi, puisque je ne suis pas historien de formation. Alors, je travaillerai en sens inverse, c'est peut-être un peu idéaliste, mais ce sera au moins plus simple et plus facile à comprendre, en partant de la société telle qu'elle nous est donnée, disons, au Moyen-Âge, et même par ceux qui ont étudié tous les phénomènes de société, voir ce qu'il y a de commun à toute société qui fonctionne bien, et voir comment en France, à partir d'une société qui fonctionnait bien, on en est arrivé à cette décadence. Il y aura ainsi deux parties. Dans la première partie, j'essaierai de montrer ce qu'est l'ordre naturel dans la société, comment la société est composée, comment elle fonctionne, quels sont un peu les rouages de la société. Et dans la deuxième partie, on verra comment ces rouages ont été transformés, quels sont les grains de sable quelques grains de sable qui ont été introduits dans ces rouages, et comment aujourd'hui on arrive à une machine qui ne fonctionne plus, justement, où rien ne va plus. Alors tout d'abord, parlons un peu de ce qui est naturel dans la vie politique ou dans la société. La première chose qu'il est nécessaire d'affirmer, c'est que l'homme est par nature politique. Et voyez, le mot le plus important, c'est pas politique, c'est par nature. Quand on dit par nature, on veut dire c'est dans la conception même de l'homme, c'est cela, dans la nature, dans ce que c'est que l'homme, dans sa définition même. En philosophie, on dit dans son essence. C'est donc dans la définition même de l'homme que l'homme est politique. On veut dire par là que la vie politique n'est pas un truc qui se rajoute à l'homme, une option, un mieux-être, qui permet à l'homme soit de trouver une activité qui lui plaît, soit de s'épanouir autrement. C'est une nécessité. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être homme s'il n'est pas politique. Alors, pour peut-être expliciter encore ce par nature, vous voyez, le mot nature vient du latin et du verbe nascor, qui signifie naître. D'ailleurs, lorsque l'on naît, on obtient une nature. Un petit d'homme, c'est un petit qui a la nature de l'homme. Un petit de lion, le lionceau, c'est un animal qui a la nature du lion. Chaque fois qu'un être vient, chaque fois qu'un être naît, il arrive toujours avec une nature. C'est quelque chose, vous voyez. On ne peut pas dire, lorsqu'un animal ou qu'un homme naît, on dit c'est quoi? Je ne sais pas. C'est rien, ou on va réfléchir. On ne peut pas dire on va réfléchir. Non, c'est un homme. Il appartient à la famille des hommes. C'est un lion, c'est un ours, peu importe. Donc, vous voyez, naître, c'est obtenir une nature. On a notre nature de par la naissance. Vous voyez. Or, cette naissance, et originellement la conception qui est à l'origine de la naissance, se fait, hélas aujourd'hui je suis obligé de dire se faisait, mais se fait toujours dans et par une société. Il faut le commerce d'un homme et d'une femme pour qu'il y ait un petit homme. Il faut le commerce de ces deux gamètes pour former l'embryon. C'est dans la société même et l'intimité de cette société qu'on appelle ou qu'on appelait
la famille que naît l'homme. Il naît par cette société, c'est-à-dire par le commerce de cette société, qu'est l'intimité de l'homme et de la femme. C'est ainsi que l'homme vient à être conçu. Et ensuite, il naît dans une société, c'est-à-dire qu'aussitôt après, l'homme ou l'enfant appartient à une famille. Son état civil l'intègre aussitôt non seulement à une famille, mais finalement à une ville, ensuite à un pays, et puis c'est un véritable enracinement pour cet enfant, vous voyez. Dès sa naissance, il est aussitôt enraciné dans une société. Et puis avec sa nature, il obtient, et il est porteur même, d'un héritage, ne serait-ce qu'un héritage génétique. Donc quand bien même on voudrait que l'homme fût séparé de son père et de sa mère et fût élevé seul, eh bien on n'échapperait pas au fait qu'il est tributaire d'un héritage. Et qu'en étant tributaire d'un héritage, il s'enracine nécessairement, voyez, dans une société. Et c'est ainsi que l'on peut et que l'on doit dire que l'homme, par nature, est un animal social. Et l'on comprend par là comment la famille est le fondement de toute vie sociale. Elle est le fondement de la vie sociale en ce que tout homme naît toujours dans une famille, appartient toujours à une famille, porte au moins une hérédité, et cette hérédité, c'est un vecteur qui lui vient d'une famille. Donc la famille est véritablement le fondement de tout être humain, de toute nature humaine qui existe, et ainsi donc de toute société et de toute politique. On comprend par là que l'homme est véritablement par nature politique, en ce sens. La famille elle-même ne suffit pas. Par elle-même, une famille, telle qu'elle est composée de façon très restreinte, un père, une mère, et puis les enfants, on peut y ajouter les grands-parents, on peut même y ajouter les oncles, les tantes, mais toute cette famille proche ne suffit pas à donner à un enfant tout ce qui lui est nécessaire pour bien vivre. L'enfant qui grandit a besoin de développer toutes les capacités qu'il a. Capacités aussi bien d'ordre corporel que d'ordre spirituel. J'entends par spirituel son intelligence et sa volonté. Si bien que la famille elle-même s'enracine dans un réseau d'autres sociétés. Un père de famille ne peut pas à lui seul être boucher, charcutier, tailleur, produire des vêtements pour habiter, construire sa maison. Il est impossible à un seul homme de réaliser tout ce qui est nécessaire à un enfant et à une famille pour vivre. Il va donc faire appel à des artisans capables, soit de lui apporter la nourriture, soit de lui donner le vêtement, de lui donner le logement, et puis même d'un point de vue spirituel, un père de famille, une mère de famille, et même une famille au sens restreint, est incapable d'apporter tout ce qui est nécessaire à l'intelligence d'un enfant. Un père de famille n'a pas toute la science nécessaire pour éduquer son enfant. Il va donc faire appel à des professeurs, à des maîtres d'école, à des personnes spécialisées dans un domaine. Ainsi, l'on voit que la famille, à elle seule, ne suffit pas pour l'homme, pour croître et se perfectionner. Il faut donc d'autres sociétés que j'appellerais, en tenant cela, vous voyez, du langage qui nous vient du Moyen-Âge, j'appellerais les corporations. Je veux dire par là des corps de métier, c'est-à-dire des spécialisations dans des domaines bien précis. C'est ça que j'entends par corporation. On a besoin de quelqu'un qui produit la nourriture, besoin de quelqu'un, comme je le disais, qui est capable de construire un logement, enfin, chacun spécialisé dans son domaine. C'est ce que j'entends par corporation. Voyez. Et voyez que là où la famille a une insuffisance naturelle à tout apporter à son enfant, il lui faut donc naturellement le secours d'autres sociétés.
On dit par là que toutes ces corporations sont naturelles à la vie sociale. Et on montre ensuite par là que l'homme s'enracine encore plus dans la vie politique. Il n'y a rien à faire. Si un homme ne voulait pas être un animal politique par nature, il serait obligé au moins de subir cette vie politique, ne serait-ce que pour subvenir à ses propres besoins. Et l'on constate même que ceux que l'on appelle les misanthropes sont bien souvent les gens les plus dépendants qui existent. Il est impossible à un homme de vivre dans l'indépendance la plus totale. Et Aristote dit même que, en fait, il n'y a que deux sortes de personnes capables de vivre de cette façon. Ce sont ou des animaux, ou alors des surhommes, des dieux. L'homme n'est pas un dieu, et il n'est pas un animal, une brute, à proprement parler. Donc il est naturel, vous voyez, à l'homme de vivre en politique, il est naturel à l'homme de s'inscrire dans une famille, et il est naturel à cette famille d'être secouru par ce que j'appelle ici les corporations. Et ensuite, ces corporations ont besoin elles-mêmes d'un tout qui les régule et qui, entre elles, permettent de rendre la justice, par exemple, de permettre même une certaine autonomie de toutes ces corporations qui vivent ensemble et qui finalement arrivent à vivre en autarcie, de régler les différends qui peuvent exister. C'est ce qu'on appelle la cité. Ou ce que j'appellerais la cité, ou la société, comme on dit de façon moderne, le tout. La cité va permettre, si vous voulez, de lier entre elles chacune des corporations et de réaliser une certaine harmonie dans le bien vivre. Il ne suffit pas, vous voyez, par exemple, sur un orgue d'avoir des touches et de se dire maintenant que j'ai toutes les touches, je peux jouer. Il faut connaître encore les principes d'harmonie pour appuyer sur les bonnes touches en même temps. Eh bien, la cité va permettre d'harmoniser toutes ces corporations et toutes ces familles et leur permettre de vivre entre elles jusqu'à ce que, et c'est ce qui définit la cité, jusqu'à ce qu'elles trouvent dans toutes ces corporations et ces familles une certaine autonomie, une certaine autarcie, une certaine capacité à se suffire, à se satisfaire. Et c'est ce qu'Aristote appelle à proprement parler une cité. Parce que, voyez-vous, il existe d'une certaine façon, au plus profond de nous-mêmes, un désir d'indépendance. Mais, comme on vient de le dire, l'homme ne peut pas être indépendant par lui-même. C'est impossible, il sera toujours dépendant de quelqu'un d'autre ou d'une autre société. Alors cette indépendance, elle existe, oui, elle existe dans la vie politique la plus parfaite. Et c'est donc là que l'homme trouve lui-même sa perfection. Autrement dit, non seulement l'homme est par nature un animal politique, mais l'homme trouve sa perfection dans la vie politique. Dans ce que j'appellerais un ordre naturel, il est nécessaire de rencontrer 3 sociétés au moins, ou 3 groupes de sociétés, des familles dans lesquelles naissent les hommes, ce que j'appelle des corporations, et enfin, pour permettre à ces familles et à ces corporations de vivre toutes entre elles, la cité. C'est un mot un peu vague qu'on redéfinira peut-être dans d'autres conférences. Cette cité permet la vie paisible et juste entre les corporations et les familles, et ainsi régule toutes les actions et permet à chaque homme de trouver sa perfection. À ces 3 sociétés naturelles se rajoutent ce que l'on appelle 3 ordres naturels. Il y a un linguistique que vous connaissez très certainement qui s'appelle Georges Dumézil. C'est un grand spécialiste, il parlait, n'est-ce pas, une trentaine de langues, a fait beaucoup de travaux sur toutes les sociétés indo-européennes et est arrivé à cette conclusion dans ses travaux. D'ailleurs, ces travaux, lui est mort, n'est-ce pas, en 1986, je crois, mais ces travaux sont toujours l'objet de recherches. Mais il arrive à cette conclusion qu'on constate qu'il existe une constante
dans l'organisation de toutes les sociétés qu'il a étudiées, indo-européennes. C'est assez intéressant que ce soit la société romaine, que ce soit la société grecque, que ce soit les castes indiennes qu'il a étudiées aussi, que ce soit les sociétés françaises et puis les sociétés qui ont eu leurs heures de gloire. À chaque fois, Georges Dumézil constate qu'il existe dans toute organisation de chacune de ces sociétés une répartition tripartite des hommes, que j'appellerais les trois ordres, pour reprendre là encore le mot tel qu'on l'a appris, n'est-ce pas, en parlant du Moyen-Âge. Ça n'est pas un arbitraire, ces trois ordres, bien que peut-être, à vous l'annoncer comme ça, on a l'impression que ça tombe du ciel tout d'un coup. Ça n'est pas un arbitraire. Vous avez un développement de ces trois ordres dans un petit fascicule, une petite étude qui a été faite par Marcel de Corte, facile à lire et assez courte du reste, qui s'appelle La dissociété. De la dissociété, où il montre le problème aujourd'hui, qu'il ne veut plus appeler société d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'appelle dissociété. Le préfixe dis en latin ou di indique une cassure, une rupture, un éparpillement même. Et Marcel de Corte manifeste encore mieux les conclusions de Georges Dumézil en montrant comment elles s'enracinent même dans la nature de l'homme. Alors, pour faire bref, ces trois ordres correspondent aux trois activités de l'homme. L'homme pose trois activités. La première activité, c'est celle de son intelligence, qui est le contempler. La deuxième activité, c'est celle de l'agir, par laquelle il agit sur lui-même et se perfectionne lui-même. On parle de morale, mais il faudrait plus exactement parler de bien ou de vertu. Et de ce point de vue-là, la politique est une vertu, parce qu'elle est une bonne action, ou elle doit être une bonne action. Et la troisième activité est extrinsèque à l'homme. L'homme passe quelque chose de lui dans la matière, c'est ce qu'on appelle le faire ou le fabriquer. Ainsi donc, tout homme a ces trois activités, de contempler, de connaître, n'est-ce pas, la vérité, de faire le bien, et ensuite comme de réaliser un certain bien dans la matière qu'on appelle fabriquer. À ces trois actions, dit Marcel de Corte, reprenant toutes les conclusions de Georges Dumézil, et donc c'est intéressant de ce fait de voir que l'histoire ici coïncide parfaitement avec les principes philosophiques qui s'enracinent donc dans la nature même des choses. À ces trois activités naturelles de l'homme correspondent donc trois ordres dans la société. À l'activité de contempler correspond ce que l'on a appelé dans la France chrétienne le clergé, mais que l'on retrouve dans toutes les autres sociétés. Par exemple, dans la société égyptienne, il y avait des prêtres. Et toutes les sociétés antiques ont toujours eu une religion, et cette religion était très souvent même religion d'État. Les prêtres, que ce soit dans les sociétés donc égyptiennes, que ce soit dans les sociétés romaines ou même encore grecques, que ce soit même dans les sociétés que l'on peut rencontrer en Amérique du Sud, il y a toujours eu des prêtres qui appartenaient à un ordre. Donc le premier ordre, appelons-le clergé, comme il était appelé dans le Moyen-Âge, et particulièrement au XIIIe siècle, où l'on peut bien parler d'apogée ici de la vie politique. Le second ordre correspond à celui de l'agir, c'est-à-dire celui de faire le bien, ou de rendre le bien, ou de propager le bien, et d'encourager la vertu, de rendre la justice, d'être prudent dans ses actions. Ce second ordre est appelé noblesse. Comprenez que la noblesse ici n'est pas un simple titre. Ce que le noble est censé faire, et c'est sa prérogative, c'est d'agir. Et le troisième ordre, qu'on appelait le tiers-état, c'est celui qui est chargé de faire toutes les productions en vue de faire vivre la noblesse et le clergé. La politique
étant une action, l'ordre qui aura le plus d'importance dans la vie politique, c'est la noblesse. Mais ces trois ordres, comme ces trois sociétés, se compénètrent mutuellement. C'est-à-dire que le clergé, par sa réflexion et sa contemplation, est censé donner ses conclusions ou donner au moins une direction, une lumière, un éclairage à la noblesse, et le tiers-état est au service de cette noblesse en ce qu'il lui donne les moyens de production ou les moyens d'agir. Il y a donc une harmonie. Vous voyez, chaque ordre n'est pas une lutte mutuelle. Chaque ordre a sa place. Et ce qui fait la richesse de chacun, c'est de trouver justement sa place. Et alors, pour couronner le tout, j'ai envie de vous dire que ce qui résume finalement toutes ces sociétés, c'est que c'est une société d'obligés. Chacun s'oblige. Le vassal s'oblige envers son suzerain, mais en retour, il attend de son suzerain d'être protégé. Ce que le suzerain est censé faire. Donc c'est une obligation, vous voyez, réciproque. Chacun agit pour tout le monde de cette façon. Pour prendre un exemple beaucoup plus concret, les enfants doivent agir pour leurs parents et rendre à leurs parents tout ce qu'ils peuvent leur rendre parce que leurs parents leur ont donné la vie. Mais il est entendu que le père de famille ne va pas rester assis en attendant que l'enfant lui rende tout. Il est obligé de travailler pour ses enfants, n'est-ce pas? Donc il est naturel que le supérieur comme l'inférieur soient l'un vis-à-vis de l'autre, mais chacun à sa place, et c'est ça qui fait le supérieur et l'inférieur, qui les distingue, mais chacun à sa place, le supérieur et l'inférieur ont des devoirs à se rendre. Donc ce qui définit vraiment la société et ce qui fait tourner la société, ce qui fait l'action de la société ici, de la cité, c'est que tous sont obligés envers chacun. Chacun à leur façon, chacun à leur degré, chacun dans son ordre, mais c'est une société d'obligés. C'est dans cette action, dans cette obligation que réside la justice. Comprenez que le vassal qui s'engage pour son suzerain et qui n'en obtient pas en retour la protection, subit une injustice, véritablement. S'il subit une injustice, comprenez qu'il ne va pas être prêt à lui rendre un deuxième service, où il attendra que la justice soit réparée. Mais si chacun respecte son obligation, alors de là naît la justice, et de la justice naît la paix. On peut ainsi et brièvement définir, vous voyez, le bien commun. Voilà donc pour ma première partie qui manifeste l'ordre naturel d'une société. Peut-être de façon un peu rapide, peut-être de façon un peu idéaliste, et pourtant en se servant de travaux bien concrets, bien réels, tant historiques que j'allais dire même dans l'espace, c'est-à-dire géographique, avec toutes ces études de Dumézil en particulier. Voilà donc de façon très résumée ce qu'est une société et ce qu'est une vie politique qui fonctionne. Donc ma deuxième partie veut essayer de montrer que le désordre, et le thème de la conférence, n'est-ce pas, c'était, tel qu'il vous annonçait, les transformations opérées par la révolution de 1789. Alors cette révolution est un aboutissement, donc à elle seule, elle résume beaucoup de choses, mais elle s'étend quelque part dans le temps, ne serait-ce qu'au niveau des idées. Toutes les idées révolutionnaires sont nées bien avant la Révolution, et ne serait-ce que par ses conséquences que l'on vit encore aujourd'hui. Mais elle reste comme un point d'ancrage malgré tout. Alors, cet ordre de la société, et particulièrement en France, et c'est à cela que je veux arriver, parce que si l'on veut faire la politique, si l'on veut être concret, eh bien, il faut s'appliquer à notre pays. Je veux essayer de montrer un peu plus concrètement comment le désordre s'est installé petit à petit en France, et a finalement bouleversé tout cet ordre pour en arriver au chaos dans lequel nous vivons. Car c'est un chaos. Enfin, je pense là, nous sommes tous d'accord. Alors,
La première chose sur laquelle il faudrait insister, et je passerai très rapidement, ça fera peut-être l'objet, au moins pas cette année, mais pourquoi pas d'un cours approfondi de philosophie politique, eh bien ce sont à proprement parler les doctrines philosophiques qui ont été distillées dans les livres, n'est-ce pas? Un poison donné petit à petit, on pense à Machiavel avec le prince, où là, la justice n'existe pas, et on comprend que ce soit la guerre permanente. Donc pour obtenir le pouvoir, tout est justifiable. Effectivement, on le dit, les idées mènent le monde. Hélas. Donc il faut les connaître, et peut-être ça fera l'objet de cours, je pense à l'an prochain, pourquoi pas. Machiavel, on pense à Rousseau. Je pense que c'est un nom vraiment incontournable en philosophie politique. Hobbes, ça aussi c'est incontournable. Le Léviathan. Bon, ça ce sont toutes les idées qui ont été disséminées dans les livres, qui ont été données au peuple, que certains ont avalées sans rien y connaître. Bon. Je ne m'arrête pas là-dessus, je veux montrer simplement de façon plus concrète et dans les actions, c'est-à-dire de façon politique, comment la société est tombée petit à petit. Parce que vous voyez, c'est toujours comme ça, on met un grain de sable et ça commence à faire un petit bruit bizarre. Et ensuite la machine s'adapte. Alors on en met un deuxième, puis on en met un troisième. Et à la fin, elle craque complètement. Une petite maladie dans le corps, c'est pas grand-chose. Un rhume, une grippe c'est déjà un peu plus, mais un petit rhume ou un mal de gorge. Mais ensuite, plusieurs maladies, puis des symptômes qui commencent petit à petit à envahir le corps, eh bien, conduisent peut-être à une maladie mortelle et finalement à la mort, n'est-ce pas ? Alors c'est finalement aussi ce qui s'est passé, hélas, dans la société. Tous ces faits, les décisions. Bon. Et alors, chacun des ordres va être corrompu, et chacune des sociétés va être corrompue. C'est très intéressant. Une société tient par sa tête. Et hélas, c'est souvent par elle qu'elle s'effondre. Une autorité forte et qui veut le bien, si elle s'entoure de bons moyens, peut réussir à rétablir une certaine paix, une certaine justice. Quand une autorité est incapable, la société s'effondre. Ça, l'histoire, malheureusement, nous le prouve à l'envi. Alors, n'allons pas croire que la société s'est effondrée le jour où la tête de Louis XVI a été tranchée. C'est un fait très symbolique et qui manifeste bien que la tête tranchée, la société va s'effondrer, mais cette action, cet acte est quand même la conséquence de plusieurs causes passées. C'est le pouvoir politique qui est le garant du bien commun. Donc c'est par le pouvoir politique, souvent et toujours même, que le bien commun est attaqué en profondeur et fait que la société ensuite s'effondre. Et donc cette mauvaise conception du pouvoir ou cet abus de pouvoir, eh bien peut remonter, on peut le faire remonter dès la fin du XIIIe siècle, avec une montée d'esprit laïque. Donc là, je vous renvoie à des études de l'ouvrage de Georges de Lagarde. Mais pour être peut-être plus concret, il s'est opéré une transformation. Le prince, je préfère l'appeler comme ça, dans son sens étymologique de princeps, de celui qui commande, pour pas dire le roi, pour pas dire le président, pour vous mettez la tête que vous voulez derrière. Enfin, le prince, pour être le garant du bien commun, doit rendre la justice. Parce que c'est la justice qui va permettre à chacune des actions de trouver son harmonie dans le tout de la société. Le prince est l'homme de la justice. Et de ce point de vue-là, vous voyez, la canonisation de Saint Louis est merveilleuse en ce que l'on représente Saint Louis comme le roi qui rend la justice. Ce qui fait vraiment la sainteté de Saint Louis, j'ai bien envie de dire même plus que son adoration, plus que sa vie de prière, c'est sa vie de prince. C'est-à-dire d'homme qui rend la justice. C'est ce qui fait la sainteté du chef.
la sainteté du prince de la France, Saint Louis. Et alors, on a transformé petit à petit, vous voyez, ce qui a fait la caractéristique du prince, ça n'a plus été la justice, mais petit à petit, on a glissé dans la force. Ce qui a fait la primauté ou la grandeur d'un prince, c'est sa force, c'est son faste extérieur. D'ailleurs, Machiavel lui-même, hein, pour parler quand il parle du prince, c'est le titre de son ouvrage d'ailleurs, emploie le mot italien virtu, la force. C'est l'homme qui possède la force. Et alors, vous voyez, derrière la force, qu'est-ce que l'on a recherché petit à petit? Non plus la justice, c'est-à-dire le bien de ses sujets, mais la gloire personnelle. Plutôt que de diffuser le bien et d'être l'obligé de ses inférieurs, le prince, petit à petit, s'est accaparé le bien et est comme devenu le bien commun lui-même, en cherchant la gloire personnelle, le faste. La gloire, c'est la même chose, la puissance, l'extension des territoires, et vous comprenez bien que, même si l'on peut parler, et parfois il peut y avoir une affaire de justice dans tel ou tel territoire à conquérir, vous comprenez bien que ça n'est pas la possession d'un territoire qui fait le bien commun et qui fait la justice, d'abord. Alors si on inverse les ordres, eh bien la justice passe au second plan. Et à passer petit à petit au second plan, celui qui passe au premier plan, c'est le prince en tant que tel. D'un roi justicier, on en est arrivé à un monarque absolu. Et vous noterez que le mot absolu s'oppose au mot obligé. Celui qui se prend pour l'absolu n'est plus l'obligé de personne. En n'étant plus l'obligé de personne, il rompt la réciproque de la relation. Et donc les relations politiques sont corrompues. En cherchant la force, en cherchant la gloire, nécessairement, le prince, le monarque, le roi, peu importe, le président, va développer ce qui permet d'obtenir cette force. Et donc va donner beaucoup plus de pouvoir au tiers-État, qui est le producteur par excellence. Il va falloir produire des armes. Il va falloir produire des machines. On peut parler des révolutions industrielles sous Louis XVI, par exemple. On peut entendre ce mot de labourage et pâturage, n'est-ce pas, sous Henri IV, on peut l'entendre d'une mauvaise façon. Si labourage et pâturage ne sont que les mamelles de la France, où se trouve la justice? Et que devient le bien commun? Et que devient la cité? Vous voyez, on en arrive à une conception où les rapports deviennent faussés. Le prince ne cherche plus la justice, c'est-à-dire les bonnes relations entre les différentes sociétés et les différents ordres. Il recherche sa gloire. Il recherche son faste. Il recherche sa puissance. Il recherche donc la production de son pays. Il veut élever son pays au niveau d'un pays riche. Vous voyez ? Et quand on dit production, quand on dit richesse, eh bien, on dit tout ce qui est matériel, c'est-à-dire tiers-État derrière. Des armées plus puissantes, des finances. Et vous savez qu'à la Révolution française, une des causes que l'on assigne à la Révolution française, c'est un problème de finances. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle plus que d'économie. Quand on veut placer le mot économie là-dedans, on est un peu embêté. Et pourtant, l'économie, elle ne se place qu'au niveau du tiers-État, c'est-à-dire une production. C'est sûr que s'il manque une intelligence, on en parlera, s'il manque une noblesse, le problème restera toujours le même. Vous voyez, la force et l'argent ont petit à petit remplacé le primat de la vertu. J'entends particulièrement de la justice ou même de la prudence. N'ayant pu faire que ce qui était juste fut fort, ils ont fait en sorte que ce qui était fort fut juste. Donc vous comprenez le changement qui a été opéré petit à petit.
On est passé de la vertu à la production. Si bien que le tiers-état a été, d'une certaine façon, anobli. Le tiers-ordre prend de l'importance, et alors... c'est le 17 juin 1789, et vous voyez, c'est là que la Révolution est vraiment un point d'ancrage, c'est le tiers-état qui se proclame Assemblée nationale. La noblesse disparaît, le clergé disparaît. D'ailleurs, un mois plus tard, dans la nuit du 4 août, les privilèges sont abolis. C'est la conséquence, vous voyez. Il y a eu toute une préparation qui s'est hélas mise en place petit à petit, mais la conséquence, l'aboutissement, le tiers-état prend le dessus. Il se nomme donc Assemblée nationale. Et donc, ainsi s'entame le règne des biens matériels, c'est-à-dire d'une société de consommation, qu'on appelle aussi matérialisme, ou de l'économie. Alors, le problème actuel, vous voyez, qui se pose concrètement, l'économie, quoi faire? La remettre à sa place pour l'instant. Bon. Alors, de ce fait, la noblesse se trouve petit à petit dépossédée de son pouvoir par le tiers-état. Et puis aussi par l'administration royale. Plutôt que de se servir de la noblesse, désormais, l'administration royale lui préfère des commissaires plus efficaces et surtout plus dociles au pouvoir central. La noblesse est dépossédée de son pouvoir. Les commissaires n'ont pas un pouvoir à proprement parler, ce sont simplement comme des pantins dans les mains du pouvoir. Et la noblesse, ainsi que l'aristocratie, sont simplement cantonnés dans des fonctions guerrières, fonctions militaires, ou des représentations à la cour. Et c'est tout. Plus rien à voir avec la noblesse, vous voyez, qu'on pouvait lire dans les gestes du Moyen-Âge, dans les chansons de gestes du Moyen-Âge. Elle perd donc sa prérogative de commander et se met en place une sorte de bureaucratie qui prend le pas sur la véritable noblesse, où ces hommes, ces nobles, avaient un véritable pouvoir. Le bureaucrate n'a pas de pouvoir, c'est la paperasserie. Je pense que vous avez tous été embêtés par de la paperasserie aujourd'hui. C'est impossible de s'inscrire sans avoir une tonne de paperasserie, maintenant par Internet remplir des formulaires. Quand le formulaire est rempli, il manque toujours un document que vous êtes obligé d'aller rechercher. Enfin, on vit dans une société bureaucratisée. Et plus personne n'a de pouvoir. Vous allez voir la pauvre dame qui est au guichet, vous dites, écoutez, je ne sais pas quoi faire, il faut que j'aille voir mon supérieur. Le supérieur dit, je ne sais pas, il faudrait que j'en parle au préfet. Le préfet vous dit, bon, on a l'impression que... Alors, c'est quoi votre bazar, là? Oui. Eh bien, c'est que la noblesse a disparu, tout simplement. Et on l'a remplacée par une bureaucratie. Vous voyez, petit à petit, fin du second ordre. Et cette noblesse s'est embourgeoisée. Comprenez que la noblesse n'est pas un titre. Quand on veut parler de la noblesse comme un simple titre familial, c'est plus que cela. C'est une valeur de vertu. La noblesse a pour fonction d'agir et d'agir vertueusement, c'est-à-dire de rendre de façon déléguée, par exemple, la justice. Mais retenez simplement que la corruption de la noblesse est liée à la corruption du tiers-état, qui elle-même est liée à une corruption de la conception même de l'autorité. Et ensuite, puisque le tiers-état toujours a le monopole, puisque les biens matériels finalement sont les plus importants, on ne cherche plus l'éclairage du clergé ou des philosophes. C'est-à-dire que le premier ordre va disparaître tout simplement. Et l'aboutissement, alors cette fois, c'est sûr que c'est d'abord la persécution sanglante des catholiques au temps de la Révolution française, mais l'aboutissement, parce que ça ne s'arrête pas là, l'aboutissement de cette conception, c'est la séparation de l'Église et l'État. Où là, on demande vraiment à l'Église de n'avoir plus aucun rapport avec l'État. C'est une façon de dire, le premier ordre n'existe plus, nous n'en voulons pas.
Et voyez, plutôt que d'éclairer, plutôt que de réfléchir, aujourd'hui, eh bien, on assiste à une philosophie subjective où, cette fois, c'est l'homme qui doit être mis en valeur, et non plus la vérité. Donc, l'homme lui-même prend le dessus sur la vérité, l'expérience personnelle au détriment du vrai objectif. L'histoire est totalement falsifiée. Je n'ai pas besoin de vous en faire un dessin. Donc les enfants ne peuvent même plus savoir ce qui se passait autrefois. On n'éclaire plus, mais on enténèbre l'intelligence petit à petit. Et puis, l'autre conséquence, c'est que les médias ont repris le flambeau au clergé et aux philosophes. Les médias sont les diseuses de bonnes aventures ou de mauvaises aventures aujourd'hui. Mais ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Surtout, ce sont eux qui font l'opinion et qui façonnent les cerveaux. Mais prenez un article dans les médias, essayez de l'analyser, enfin vous l'avez tous fait philosophiquement, pour la plupart ça vaut rien. Que s'est-il passé? Eh bien petit à petit, vous voyez, l'absolu, c'est-à-dire l'individu, le roi absolu, c'est le roi considéré dans son individualité. L'individu, l'absolu, a pris le pas sur l'obligé. Et en prenant le pas, cette société d'absolutisme a par conséquent fait une société d'individualistes. Les deux termes sont tout à fait liés. L'absolu, dans son étymologie latine, vient de absolutus, c'est-à-dire qui n'est pas lié, qui n'est plus lié, donc qui n'est plus obligé, qui se retrouve seul, qui se retrouve indépendant. D'où l'individualisme que l'on observe aujourd'hui, et d'où même cette philosophie apparue au début du XXe siècle, que l'on appelle le personnalisme, où la personne elle-même est supérieure au bien commun. Vous voyez, on a remplacé, je l'appelle ici société, on a remplacé dans la société les trois ordres par la production. L'économie, ou si vous voulez être plus précis, la noblesse, on l'a remplacée par la bureaucratie, et le clergé, enfin les penseurs, la vérité, par les médias. À cette corruption des trois ordres s'ajoute, par la Révolution, tout ce qui l'a précédé et tout ce qui la suit, la corruption des trois sociétés. La première corruption a été celle de la cité en tant que telle. Cette cité, si vous voulez, c'est toujours difficile à définir et encore plus à imager. Cette cité, c'est un tout de relations, si vous voulez. Donc, mettez une quantité d'individus qui ont des relations entre elles et qui tiennent par l'autorité. L'autorité, quand l'autorité rend la justice, c'est donc le bien commun, elle fait en sorte que toutes ces relations soient harmonieuses. Couper l'autorité, toutes les relations s'effondrent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la première corruption et la plus flagrante, ça a été de couper la tête du roi, c'est-à-dire de l'autorité. On ne veut plus d'autorité. Le peuple lui-même, c'est-à-dire dans le sens moderne, ce que l'on appelle les absolus, les individus, sont le pouvoir. Et le chef n'est plus que le délégué des individus. Alors là, il faut relire tout simplement Rousseau. C'est limpide chez Rousseau. On a donc coupé la tête de la cité. Alors, ça n'est pas qu'une image, c'est vrai qu'on a coupé la tête du roi Louis XVI, mais regardez les conséquences. Même pendant la Révolution et après la Révolution, tout le XIXe siècle nous laisse vraiment l'impression au niveau de la cité, c'est-à-dire au niveau du tout de la France, d'un espèce de moribond qui produit ses derniers souffles de vie, qui respire un peu, qui remeurt, qui respire, parce que les régimes se succèdent les uns aux autres à une vitesse mais fulgurante. C'est d'abord l'Assemblée nationale, qui dure 2 ans, ensuite la législative, qui dure 1 an, ensuite, on a la Convention, ou la Première République, qui, elle, dure un peu plus longtemps, elle dure 3 ans.
Puis en 1795, on a le directoire, jusqu'à 1799. Après le consulat, et puis le Premier Empire, 1804, 1815. Ensuite la Restauration, qui dure bien plus longtemps, mais qui est entrecoupée des 100 jours. Et puis d'insurrection parisienne. Ensuite la Deuxième République, assez éphémère, elle dure jusqu'en 1851, 3 ans. Enfin le Second Empire, et puis la Troisième République, avec des chefs de conseil qui se succèdent à une vitesse aussi phénoménale. Bon, après, on connaît l'histoire du XXe siècle, elle n'est guère plus glorieuse dans ces régimes. C'est là, vous voyez, l'histoire nous prouve que la cité elle-même a été dénaturée. Vous voyez, le monarque, le roi, le prince, ça n'est pas qu'une simple figure. C'est lui, c'est l'autorité qui tient la société. La Révolution a aussitôt interdit les corporations. C'est la Constituante, en 1791, 14 juin, la loi Le Chapelier, qui interdit toutes les corporations. C'est une réforme qui avait commencé bien auparavant, mais qui trouve son achèvement ce 14 juin. Et vous voyez, la fin de ces corporations n'est que le fruit d'une économie libérale. Pourquoi les corporations s'arrêtent? Parce que ce ne sont plus des corps de métier qui entre eux ont une certaine harmonie. Ce qui dirige maintenant, c'est l'économie, c'est la production, c'est la quantité. Ça n'est plus la qualité, c'est la quantité. On peut dire, beaucoup de mauvais esprits, n'est-ce pas, qu'il ne reste plus qu'une corporation aujourd'hui, ce sont les syndicats. Mais que font-ils? D'une certaine façon, ils entretiennent une lutte permanente. Et là où chaque corporation était comme, un ordre entre un patron au sens étymologique, c'est-à-dire un père et ses employés, un père qui gouvernait ses employés, désormais, plutôt que d'avoir ces corporations qui s'étendaient, j'ai envie de dire, de façon verticale, pour ne pas dire un autre mot, eh bien, on a au sein de ce qui reste des corporations, une lutte interne entre l'employé et l'employeur. L'harmonie est complètement brisée, on y a mis la guerre. Mais tout ça se tient, n'est-ce pas? Là où il y a des absolus et des individus, il n'y a plus de justice. Il y a l'injustice, et quand il y a l'injustice, il y a la guerre. C'est hélas la fin de l'artisanat, avec la fin des corporations, et on assiste aujourd'hui à une certaine impersonnalité du travail. Tout sort d'usine. Tout est aux mêmes dimensions. Il y a en même temps que cette impersonnalisation, il y a une uniformisation. C'est très joli, par exemple, quand on regarde... je ne sais pas moi, juste dans l'église ici, les quelques feuilles d'acanthe que l'on peut observer en haut des piliers, eh bien, elles sont inégales d'un pilier à l'autre, parce que ça ne sort pas d'une usine comme ça. Et c'est ce qui fait la richesse. Vous imaginez si tous les hommes eux-mêmes étaient absolument égaux, comme on le voudrait d'ailleurs, ou comme on le dit. C'est-à-dire si nous étions tous les mêmes. On ne se supporterait pas, c'est évident. Ce serait désagréable. Le savoir-faire se perd avec la fin de l'artisanat. Il y a un savoir-faire, par exemple, étonnant, qui s'est totalement perdu, c'est l'acoustique. L'acoustique des cathédrales et des églises. Elle est absolument fantastique. Et vous voyez comme on a du mal à restituer une belle acoustique à un bâtiment. Et puis enfin, alors pour la famille, hélas, on en vit aujourd'hui encore les conséquences, et d'une façon absolument dramatique. Je pense qu'il y a 50 ans, j'aurais même pas osé en parler, ça nous aurait semblé invraisemblable. Peut-être pour simplifier et pour dire en plus bref ce qui s'est passé, c'est que l'on a, d'une certaine façon, voulu une masculinisation de la femme. Quand on relit les documents de
que l'on peut trouver dans les différentes loges francs-maçonnes, c'est que pour s'attaquer à la société et particulièrement à la famille, il faut passer par la femme. Du reste, pour ceux qui connaissent le récit de la Genèse, le démon s'est attaqué d'abord à Ève et par là à Adam. Ben, lui, il le savait. Et donc, c'est ce qui a été fait. Alors, quand je parle de cette masculinisation de la femme, je veux bien dire une mentalité que l'on a créée. Vous voyez, ça n'est pas simplement un fait, mais on a créé cette mentalité d'une femme égale à l'homme. Cette masculinisation de la femme engendre quoi? Elle engendre la fin de sa fécondité. Bien sûr, heureusement, la femme reste mère et peut rester mère, mais cette maternité passe en second plan. La femme n'est plus ordonnée directement à la maternité. Premièrement. Et par voie de conséquence, et là pour faire très vite et très bref, et en arrivant justement à notre époque, la fin de cette maternité engendre quoi? Simplement la fin du mariage à proprement parler, ou la possibilité, puisque la femme s'est masculinisée, la possibilité d'union même homosexuelle. Mais la mentalité avait déjà été créée par cette masculinisation, vous voyez. Aujourd'hui, ce que l'on vit, ça n'est qu'une conséquence d'une mentalité qui a été créée lorsqu'on a, comme on dit, libéré la femme. Et d'où, hélas, les lois iniques et contre nature, là, pour le coup, que l'on peut observer aujourd'hui. Et je passe sur les conséquences qui existent sur les enfants. Les enfants ne peuvent plus être éduqués correctement. Les enfants ont maintenant 2 pères, 3 mères et 4 nourrices. Enfin, je ne sais pas comment... C'est incroyable ce que l'on peut faire d'un enfant. Et puis ça devient un produit de laboratoire. L'enfant devenant un produit de laboratoire, qu'est-ce que vous voulez? Ça n'est plus un être politique, ça n'est même plus un être naturel. L'homme est devenu un être artificiel. En devenant un être artificiel, c'est toute la nature qui s'effondre. Bah, c'est hélas ce que l'on aperçoit aujourd'hui. Mais quand on en arrive là, c'est que tout le reste a déjà été corrompu. Triste tableau. Qui ne doit pas nous jeter, n'est-ce pas, pour autant dans le pessimisme. Mais hélas, vous voyez, on peut le dire aujourd'hui, la société actuelle n'est plus naturelle. Elle est artificielle. Tout serait à reconstruire, et quelque part, j'ai envie de dire, c'est merveilleux, et quelle belle perspective pour nous, n'est-ce pas? Ce qui est terrible, c'est que la nature reprend toujours ses droits. Ce n'est pas simplement terrible, c'est terrible quand on observe certains phénomènes de la nature. Je pense aux éruptions volcaniques, je pense aux tremblements de terre. Et quand la nature prend ses droits, là, l'homme est tout à fait minuscule et ridicule devant ces grandes manifestations naturelles. Même ne serait-ce que devant une montagne ou devant l'immensité de la mer, ou une tempête en mer, l'homme... C'est absolument rien. Et la nature reprend ses droits. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme a pris ses droits à la nature. Voilà pourquoi on parle tant des droits de l'homme. Et l'on ne parle plus des droits naturels. Mais hélas, tôt ou tard, la nature reprendra ses droits sur l'homme. C'est la nature qui donne la vie. Et c'est ce que l'on disait au début. Et c'est la vie qui donne la nature. On est dans une société de mort, et nous devons, nous, à notre tour, propager la vie. Revenir à la nature. Revenir à la vie naturelle. La vie naturelle, finalement, telle que je vous l'ai exposée là. Alors ça nous donne une belle perspective. De conclusions pratiques, je n'en donnerai pas maintenant, elles viendront tout au long de l'année, mais des conclusions pratiques, je dirais, reprenons ce qui a été dit, ayons des familles dignes de ce nom, encourageons les artisans,
autant que c'est en notre possibilité. Peut-être reformons des réseaux d'artisans, tout simplement. Voilà une belle perspective politique. Et voilà, même si aujourd'hui ça nous apparaît complètement ridicule, voilà certainement un fondement stable. Mais vous voyez, autrefois on travaillait à long terme, maintenant on travaille à court terme. On est dans une société où on pense que tout va arriver tout de suite. Et non. Et vous savez très bien que les francs-maçons savaient qu'ils avaient le temps. La franc-maçonnerie, elle date d'il y a quelques siècles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui qu'elle visait. Et donc les francs-maçons d'il y a quelques siècles savaient que ça prendrait le temps, mais ils travaillaient à long terme. Eh bien nous, comme eux, mais dans le bien, travaillons à long terme aussi, vous voyez. Sachons rétablir, même entre nous, de véritables réseaux avec des autorités. Donc voilà, pour ce tableau que je voulais simplement vous présenter ce soir, un tableau donc qui montre, enfin, j'ai essayé de montrer le plus concrètement possible le phénomène actuel, complètement artificiel, qui s'est écarté de la nature, et j'espère avoir montré comment, dans l'histoire, petit à petit, on avait quitté l'ordre naturel pour en arriver au chaos d'aujourd'hui. Tout le monde est satisfait? Très bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.